Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film pas réalisé mais écrit par Quentin Tarantino, un film de 1993, pas très connu, avec pourtant une très très belle distribution, que ce soit à la production comme à la distribution. Ce film, réalisé par Tony Scott avec Christian Slater et Patricia Arquette en premier rôle, c'est True Romance. Voilà, donc c'est parti mon kiki. True Romance, ou À cœur perdu au Québec, c'est un film américano-français réalisé par Tony Scott, sorti en 1993. Ce thriller romantique, écrit par Quentin Tarantino, retrace l'histoire d'un couple de jeunes amoureux qui se retrouvent en possession d'une valise remplie de cocaïne appartenant à la mafia et essaie de la vendre à un producteur de cinéma. Après avoir essayé pendant plusieurs années de mener lui-même ce projet à bien, Quentin Tarantino a fini par vendre son scénario afin de pouvoir réaliser Reservoir Dogs, film que j'aborderai bientôt dans un podcast. Tony Scott a insisté pour réaliser le film et n'a quasiment pas altéré le scénario original en dehors de son dénouement. Malgré des critiques majoritairement positives, le film a été un échec commercial à sa sortie, au cinéma, et sa violence lui a été reprochée. Mais depuis, il est devenu un film culte, du genre thriller romantique, un peu à la Thelma et Louise, à la Sailor et Lula, dans ce genre de film. On a quand même Dennis Hooper, Gary Oldman, Patricia Arquette, Michael Rapaport, Christian Slater. À la musique, on a ni plus ni moins que Hans Zimmer. Donc c'est pas n'importe quel film, il est devenu culte au fil des temps, c'est pour ça que j'en parle dans Histoire d'en dire plus. Un film de 121 minutes, et le synopsis c'est le suivant. Clarence Worley, et c'est un vendeur de bande dessinée de Détroit, amateur de films d'arts martiaux et grand fan d'Elvis Presley. À l'occasion de son anniversaire, il se rend comme à son habitude dans un cinéma pour voir la trilogie de films The Street Fighter de Sonny Chiba. Il rencontre dans la salle une jeune femme nommée Alabama. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils ont couché ensemble, la jeune femme finit par lui avouer être en réalité une call girl engagée par le patron de Clarence comme cadeau d'anniversaire. Mais le coup de foudre est réciproque et ils se marient le lendemain. Clarence décide alors d'aller voir le proxénète d'Alabama, Drexel, pour récupérer ses affaires. Là-bas, la discussion dégénère et Clarence finit par le tuer. Excusez-moi. Pressé de quitter les lieux, il oublie son permis de conduire et se trompe en pensant emporter la valise d'Alabama. Celle qui l'emmène est en fait remplie de cocaïne. Clarence s'assure qu'il n'est pas suspecté pour le meurtre de Drexel en allant voir son père, un ancien policier, puis il part pour Los Angeles avec Alabama. Mais c'est dans la mafia qui recherche Clarence et son père reçoit la visite du gangster Vincenzo Cocotti et de ses hommes. Se sachant condamné, il pousse Cocotti à le tuer
en le provoquant, mais son sacrifice se révèle inutile quand un des hommes de main trouve l'adresse de Los Angeles que Clarence a laissée à son père pour le contacter. Arrivé à Los Angeles, Clarence et Alabama retrouvent Dick Ritchie, un vieil ami de Clarence, qui cherche à percer dans le métier d'acteur. Il tente de revendre la drogue par l'intermédiaire d'Elliot Blitzer, une relation de Dick, qui est l'assistant du célèbre producteur Lee Donowitz. Un rendez-vous avec Donowitz est fixé. Mais alors que Clarence est sorti, Alabama est attendue dans leur chambre d'hôtel par un tueur à la solde de cocotiers. Celui-ci l'amoche considérablement, mais elle réussit finalement à le tuer. Elliot est quant à lui arrêté en possession d'un peu de cocaïne et révèle ce qu'il sait aux deux inspecteurs qui l'interrogent. Les inspecteurs décident alors de lui poser un micro afin de réaliser un beau coup de filet. Clarence, Alabama et Dick retrouvent Elliot et Donowitz dans une suite du Ambassador Hotel pour leur rendez-vous. Une équipe de policiers se tient non loin, prête à intervenir. Et d'autres mafieux, à la solde de cocotiers, renseignés malencontreusement par Floyd, le colocataire de Dick, se préparent à récupérer la cocaïne. Clarence fait bonne impression à Donowitz, qui se décide à acheter la marchandise. C'est à ce moment que les policiers et les mafieux interviennent chacun de leur côté. La suite de l'hôtel devient alors le lieu d'une impasse mexicaine. Vous savez, ce fameux, comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, où ils sont trois policiers, gangsters et gardes du corps dans ce film de Donowitz qui se menacent mutuellement. C'est un effet de cinéma. Quand Donowitz se rend compte que c'est Elliot qui l'a balancé, cela déclenche la fusillade. L'inspecteur Nicholson tue Donowitz avant de se faire tuer par ses gardes du corps. Elliot est truffé de balles dans la fusillade. Dick arrive à prendre la fuite et Clarence, qui était aux toilettes pendant ce temps, reçoit une balle dans l'œil en sortant. Tous les autres protagonistes sont tués, Alabama abattant le dernier, l'inspecteur qui avait tiré sur Clarence. Mais celui-ci n'a pas été tué et Alabama et Clarence s'échappent avec l'argent de Donowitz. L'épilogue présente Clarence portant un bandeau et Alabama désormais à Cancun avec un petit garçon qu'ils ont baptisé Elvis, en hommage à Elvis Presley. Voilà pour le résumé de ce film qu'on reconnaît bien à être attribué à notre cher ami Quentin Tarantino. C'est tout à fait son genre de film. J'aurais bien voulu que ce soit lui qui le réalise, mais à cette époque, il n'avait pas encore l'aura qu'il a aujourd'hui. Et donc en 1993, c'est Tony Scott, quand même grand réalisateur, qui est mort malheureusement désormais, en 2012. Le budget du film était de 13 500 000 $, tourné en anglais avec quelques dialogues en italien. C'est tourné en couleur 2/35 Dolby Surround 35 mm. Il est sorti aux États-Unis le 10 septembre 1993 et en France le 20 octobre 1993. Interdit aux moins de 16 ans en France, restricted aux États-Unis, rated R. Christian Slater y joue Clarence, Patricia Arquette y joue Alabama, Michael Rapaport y joue Dick Ritchie, Dennis Hooper y joue Clifford Worley, Gary Oldman, Drake Spivey. On a Tom Sizemore aussi qui joue Cody Nicholson. On a Christopher Walken qui joue Vincenzo Cocotti. On a Brad Pitt qui joue Floyd. Quand je vous dis que c'est une énorme distribution. On a Val Kilmer qui joue le mentor. Chris Penn. Jack Black.
qui fait un caméo. En fait, que des stars. Mais en 93, relativement moins. Christian Slater était au top de sa célébrité à ce moment-là. Il avait fait quelques films. Les personnages et la production. En 1985, Roger Avary, alors colocataire de Quentin Tarantino, écrit un script d'environ 80 pages appelé The Open Road, qui traite de l'histoire d'un vendeur de comics, Clarence Worley, qui écrit un scénario sur un couple de tueurs en série, Mickey et Mallory, et dont la vie commence à se mélanger avec l'histoire qu'il écrit. Avary est ensuite pris par un autre projet, une adaptation du Surfeur d'argent, qui ne se concrétisera jamais. Quentin Tarantino lui demande s'il peut retravailler son scénario. Pendant 1 an, il le réécrit totalement pour en faire la base de l'histoire de True Romance, tout en intégrant des scènes qui se retrouveront plus tard dans Réservoir Dogs, Pulp Fiction et Tueur Né, notamment le nom Mickey et Mallory, c'est le nom des héros dans Tueur Né. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait sur ce film. L'histoire est très longue, environ 500 pages et très complexe. Quentin Tarantino en extirpe alors la trame principale, l'histoire de Clarence et d'Alabama en 1987. Avec Avary, ils essaient sans succès pendant 3 ans de produire le film eux-mêmes, puis de vendre le scénario, comme je l'ai dit au début. Finalement, c'est le producteur français Samuel Hadida, qui était aux États-Unis pour un projet de remake et qui cherche un scénariste, qui rencontre Tarantino par l'intermédiaire de Sheldon Lettich. En 90, Tarantino lui cède les droits du script pour la somme de $40 000. Le film doit à l'origine être produit avec un très petit budget et William Lutzig, du film Maniac Cop, est le premier réalisateur choisi pour le film. Entre-temps, Tony Scott fait la connaissance de Tarantino sur le tournage du Dernier Samaritain de 91 et lit le script de Réservoir Dogs après avoir terminé ce film. Il est tellement conquis par l'histoire qu'il demande à Tarantino s'il peut la mettre en scène, mais Tarantino souhaite se réserver la réalisation de Réservoir Dogs. Tarantino lui fait donc lire le scénario de True Romance, que Scott aime beaucoup également. Scott insiste alors auprès d'Adida pour être le réalisateur de True Romance. Le fameux producteur Harvey Weinstein, qui a accepté de financer le film à la hauteur de 50%, en échange des droits de distribution aux États-Unis, ne veut pas de Lustig et n'est pas non plus emballé par Tony Scott, qu'il juge incontrôlable. C'est peu dire. C'est quand même un monde, parce que question incontrôlable, Weinstein, il est pas mal. Hadida reprend alors la production à son compte, et lui et Scott, désormais liés par leur vision commune du projet, se mettent à chercher des acteurs prestigieux pour jouer dans le film, via les contacts de Scott, afin de pouvoir le vendre dans le monde entier. Tony Scott reprend le scénario de Tarantino, sans y apporter de réels changements, sauf pour la fin, car dans le script de Tarantino, Clarence devait y mourir. Mais Scott s'est tellement attaché au couple formé par Clarence et Alabama qu'il souhaite les voir survivre et imposer sa vision à Quentin Tarantino. C'est vrai que c'est pas son genre. Malgré son opposition idéale, en le persuadant que cela n'a rien à voir avec des raisons commerciales. Mais Quentin Tarantino, alors en pleine promotion de Réservoir Dogs, n'a pas le temps d'écrire une autre fin, et c'est Roger Avary qui se charge de ce travail. Après avoir vu le film, Quentin Tarantino reconnaît que la fin tournée par Scott cadre mieux avec sa vision du film, en forme de conte de fées dont la violence n'éclipse pas le romantisme. La structure du film, dans l'ordre chronologique,
est également différente de celle du scénario, dans lequel l'histoire de Clarence et Alabama, de leur rencontre jusqu'à l'épisode de la valise de la cocaïne, devait intervenir en tant que long flashback juste après la scène entre Dennis Hopper et Christopher Walken. Grande scène. Grande scène de cinéma. Christian Slater est le premier engagé pour tenir le rôle principal de Clarence. Val Kilmer, qui a déjà collaboré avec Tony Scott, qui est ni plus ni moins que le réalisateur de Top Gun, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, en 1986, et qui convoitait également le rôle, et qui est le frère de Ridley, également le rôle de Clarence, obtient finalement celui du mentor, Elvis Presley. L'acteur, bien que n'ayant qu'une journée de tournage, se prépare intensément en visionnant tous les films et en écoutant tous les albums d'Elvis que Scott lui a envoyés. Pour le principal rôle féminin, Tony Scott pense d'abord à Drew Barrymore, mais celle-ci n'est pas disponible. Patricia Arquette est alors engagée par Tony Scott, qui a été impressionné par sa performance emplie d'innocence enfantine dans le téléfilm White Flower, et l'actrice passe 3 semaines à observer et à discuter avec des prostituées pour s'imprégner de son rôle. Avant que les acteurs principaux du film soient engagés, Quentin Tarantino avait pensé à Robert Carradine et Joan Cusack pour les rôles de Clarence et Alabama. Juliette Lewis était aussi sollicitée pour le rôle d'Alabama, mais décline l'offre pour tourner Tueur-né d'après un autre scénario de Quentin Tarantino. D'autres acteurs célèbres, séduits par le scénario, acceptent de jouer dans le film pour des cachets réduits et sont engagés pour des rôles secondaires. La production persuade ainsi Christopher Walken, Dennis Hopper, en disant à chacun d'eux que l'autre a déjà accepté. Robert Forster devait initialement interpréter le rôle tenu par Walken. Gary Oldman commence le tournage un jour après avoir terminé celui de Romeo is Bleeding et trouve le look du personnage de Drexel, dreadlocks, dents en argent et cicatrices sur le visage, d'après celui d'un preneur de son jamaïcain blanc qui travaillait avec lui sur ce film. Brad Pitt fait également beaucoup pour donner plus d'épaisseur à son personnage, à peine esquissé dans le scénario, improvisant plusieurs répliques et trouvant des accessoires comme son bonnet Rasta. Il avait d'abord été contacté pour jouer le rôle principal, mais il était trop occupé par la fin du tournage de California, avec un K, en 1993, et ne voulait pas enchaîner avec un rôle qui lui semble similaire. On l'a dit, Jack Black fait un caméo dans une des scènes coupées du film, où il tient le rôle d'huissier de théâtre. Tom Sizemore devait interpréter Virgil, mais ce rôle est repris par James Gandolfini. Néanmoins, il tient le rôle de l'inspecteur Cody Nicholson. Le tournage a eu lieu du 21 janvier 1993 au 31 mars 1993, soit 70 jours. La fameuse scène entre Dennis Hopper et Christopher Walken, également connue sous le nom de scène des Siciliens, est tournée en 2 jours, le premier pour filmer les plans de Dennis Hopper et le second pour ceux de Christopher Walken. Et c'est l'une des scènes dont Tarantino est le plus fier d'être l'auteur. Elle trouve son origine dans une autre histoire, à propos de la conquête de la Sicile par les morts au Moyen-Âge, que lui avait raconté le frère de la meilleure amie de sa mère, alors qu'il avait 11 ans, et Quentin Tarantino dit à son sujet qu'elle devait être montrée dans toutes les écoles d'acteurs comme une leçon d'interprétation, tellement il trouve parfait le jeu des 2 acteurs. Ces derniers ont respecté leur texte à la lettre, ajoutant seulement une petite improvisation à la fin de la scène, quand Hopper dit à Walken qu'il est café au lait, eggplant, en VO, et que Walken répond que Hopper est chocolat, cantaloupe, en VO. Afin de pouvoir obtenir aux États-Unis la classification R,
interdit aux moins de 18 ans non accompagnés, c'est-à-dire que c'était quand même possible pour les enfants de le voir s'ils étaient accompagnés, a été refusé une première fois par la MPA et la Motion Picture Association of America, qui a classifié le film NC-17, interdit aux moins de 18 ans et interdit également toute promotion télévisée pour le film. Le film doit subir quelques coupures. Ainsi, la scène du combat sauvage qui oppose Alabama à Virgile est amputée de sa conclusion, jugée trop bestiale par la MPAA, où Alabama vide le chargeur du fusil à pompe sur Virgile avant de s'acharner sur son cadavre à coups de crosse. De même, les plans les plus sanglants de la fusillade sont supprimés et l'inspecteur Dimes est tué par l'un des mafiosi et non par Alabama. Ces scènes censurées pour la sortie en salle aux États-Unis sont néanmoins rétablies pour les versions internationales. La BO de Hans Zimmer, qui a déjà travaillé pour Tony Scott sur Jour de tonnerre avec Tom Cruise en 1990, revisite le morceau Ghost in a World de Karloff, tiré de Musica Poetica, pour le titre You're So Cool. Voilà, c'était la petite annonce BO. Le film a bien été accueilli par la critique, 92% de critiques positives, 7,5 sur 10 sur 48 critiques sur Rotten Tomatoes. Roger Ebert, notre cher Roger Ebert, le critique, donne 3 étoiles sur 4, estimant qu'il crée son propre univers et s'en glorifie, et que son énergie et son style sont vivifiants, que les seconds rôles sont magnifiques, notamment Christopher Walken, Dennis Hopper et Brad Pitt. Donc, quand Roger Ebert encense un film, tout le monde suit derrière. Plus contrasté, Jonathan Rosenbaum, du Chicago Reader, affirme que le sens de l'humour de Tarantino est communicatif mais assez froid, et que la réalisation de Scott est habile mais mécanique. Pierre Murat, Télérama, met en avant le scénario brillant et très écrit de Tarantino, prenant exemple sur le duel oratoire entre Christopher Walken et Dennis Hopper, cette fameuse scène où l'on savoure chaque réplique, et regrette qu'il n'ait pas lui-même mis en scène. Il note que la violence est théâtrale et irréelle, mise sur le fil de la complaisance. Pourtant, le film a été un échec commercial, ne rapportant que 12 281 000 $ au box-office américain, ce qui n'est même pas rentré dans son budget, à peine. En France, il fait 360 000 entrées et cumul de la ressortie en 1995, 393 000 entrées. Le film reçoit 3 nominations aux Saturn Awards en 1994. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario. Le magazine Empire le classe 150e place dans sa liste des 500 meilleurs films de tous les temps. Les petits clins d'œil, quelques éléments du scénario ont été repris du premier projet inachevé Quentin Tarantino, My Best Friend Birthday de 87, comme le monologue d'Elvis, joué par Val Kilmer, et le personnage de la Call Girl, joué par Patricia Arquette. À l'origine, la scène de Reservoir Dog où les truands discutent d'une femme qui a le collet et le sexe de son mari était présente dans le script de True Romance. Dans le film, Clarence va au cinéma et regarde 3 films avec Sonny Chiba: The Street Fighter, Return of Street Fighter and The Street Fighter Last Revenge, dont Quentin Tarantino est un grand fan. Il lui offrira d'ailleurs plus tard le rôle d'Hattori Hanzo dans Kill Bill, volume 1 en 2003. Alabama et Clarence regardent la télévision Le Syndicat du Crime 2 de John Woo, un film de 87, qui a beaucoup influencé le style de Tarantino au niveau de la chorégraphie de la violence.
Lorsque Clarence se rend chez Drexel, le Mac, on voit en fond le film The Mac de 1973, un film de la Blaxploitation, inédit en France. Le petit garçon qui joue le fils d'Alabama et Clarence s'appelle Enzo et est le fils de Patricia Arquette. Donc c'est le vrai fils d'Alabama. En 2009, Tarantino réalise le film de guerre Inglourious Basterds, que vous connaissez, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. L'un des personnages se nomme Donny Donowitz, comme dans True Romance. Quelque temps plus tard, Tarantino révèle que ce personnage est le père de Lee Donowitz de True Romance. Voilà, il a relié les deux films. Clarence fait référence au film Voyage au bout de l'enfer en 1978, film dans lequel Christopher Walken a joué. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement de le voir. Film culte, attention. J'espère que vous avez aimé ma chronique. N'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez. Faites tourner si vous pouvez m'aider en me supportant. Je vous mets les liens dans la description du podcast sur Tipeee, Ulule et Patreon. Vous avez des abonnements pour avoir des épisodes inédits et des anecdotes de tournage que je réalise. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la data. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,